Salut Younes. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci d'être là Je t'en prie. pour cet épisode 2 de Ma petite cité dans la prairie. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi des réseaux sociaux un petit peu. Gros sujet. Ouais, gros sujet. Je voulais essayer de balayer un petit peu avec toi tous les sujets, les aspects positifs comme les aspects négatifs des Il y en réseaux a. sociaux. Parce qu'on sait que ça permet de créer du lien. C'est un prolongement de la vie sociale, les réseaux sociaux. C'est aussi un excellent moyen d'information, de communication Ouais. et de garantir aussi un certain droit à la santé. On l'a vu pendant le Covid, c'était quelque chose qui s'est développé et qui continue aujourd'hui d'exister. C'était, tu sais, les téléconsultations. Ouais. Tu pouvais avoir un spécialiste, un médecin en face de toi, sans l'avoir directement face à toi en présentiel. Et il pouvait te proscrire une ordonnance et avoir accès à des médicaments. Et ça, c'était super important pendant cette période Covid. Complètement. Et c'est aussi Ça a favorisé l'entraide aussi entre les étudiants, entre les jeunes qui étaient isolés. Mhm. Ça permet aussi de, comme on l'a dit, de communiquer, de s'informer, mais surtout de trouver du contenu qui nous ressemble, du contenu qui nous correspond. Premier truc qui me vient en tête comme ça, c'est le body positive, par exemple. Exactement. Ouais. Mais on sait aussi que les réseaux sociaux sont remplis d'aspects néfastes. Il y a aussi Mhm. le revers de la médaille. Mhm. Par exemple, le cyberharcèlement, les addictions. Et il y a aussi un aspect risque pour la démocratie, Ouais, avec ouais. c'était dans fake news qui a explosé depuis 2016 avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et qui continue aujourd'hui d'exercer une influence considérable. Complètement, oui. Mm. Et il y a aussi, effectivement, comme tu le dis, ouais, ce risque démocratique, notamment la protection de la vie privée aussi. On Ouais, ne sait les pas ce données. qu'on donne pas Mhm. aux plateformes, aux réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc pour balayer un petit peu tous ces sujets, on a pu voir différents intervenants, que ce soit des psychopédagogues, des étudiants en sciences politiques, des simples utilisateurs, des parents, des enfants, des adolescents. Et donc du coup, on est arrivé un petit peu à la conclusion qu'on voulait prendre une discussion en deux parties. D'un point de vue aspect individu dans un premier temps, Mhm. et un aspect plus sociétal des réseaux sociaux en lien avec la société. Et justement, pour cette première partie consacrée à l'individu, on voulait aborder la thématique du cyberharcèlement. Gros sujet Ouais. d'actualité, hein. C'était un Complètement. peu ce qui a été mis en lumière, notamment à la rentrée 2023, on en parlait beaucoup. On a essayé de faire pas mal de choses là-dessus, mais on sait que c'est toujours quelque chose de très important et qui touche beaucoup, beaucoup d'enfants. Oui, complètement. Et justement, à ce sujet, on a pu voir les travaux d'une chercheuse, justement d'une spécialiste de la vie numérique des enfants, Yasmine Bouhono. Quand on est un parent, plutôt que de craindre que son enfant soit harcelé, il faut prendre en compte les deux positions que peuvent éventuellement occuper son enfant. C'est-à-dire qu'il peut être harcelé, mais il peut être aussi harceleur. Donc il ne faut pas toujours voir les situations de harcèlement vécues comme, en étant des victimes. Déjà la première chose. La deuxième chose, c'est d'expliquer régulièrement à son enfant, enfin de travailler en empathie avec son enfant. Ça, tous les parents devraient le faire et très tôt. C'est-à-dire, la question des écrans repose la question de ce que l'on ressent. Qu'est-ce que tu ressens? Mais qu'est-ce que l'autre derrière son écran peut ressentir? C'est ce qu'on appelle les cours d'empathie. Travailler la question de l'empathie et de la gestion des émotions font partie des nouvelles compétences à développer au XXIe siècle, à l'ère du numérique. Donc là, c'est une première chose que pourraient faire les parents. L'éducation nationale a un rôle, mais primordial à jouer, puisque c'est là où on a tous les enfants. Donc on ne peut pas demander seulement aux parents de gérer ce problème. Il faut aussi que l'éducation nationale prenne en compte tout cela et que les cours d'empathie soient diffusés très tôt. Est-ce que les cours d'empathie suffisent? Non. Il nous faut aussi développer l'esprit critique des jeunes. C'est-à-dire qu'ils doivent analyser les situations, ils doivent pouvoir prendre du recul. Et troisièmement, il y a un autre élément qui est très important et qui font partie des compétences des jeunes au XXIe siècle, c'est la gestion des conflits. On l'a vu, l'actualité avec notamment l'affaire de Samara a montré que les jeunes aujourd'hui réglaient leurs problèmes, leurs différends, leurs conflits par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont
se faire justice et ils vont rendre la justice. Et ça, là on vient prouver qu'il n'y a plus d'adultes. Ils n'appellent pas à l'aide aux adultes, ils n'ont plus besoin d'adultes et aujourd'hui règlent leurs conflits. Et le cyberharcèlement, c'est tout ça. C'était très intéressant parce que on entend souvent, tu sais, que les réseaux sociaux, ça facilite le harcèlement, ça crée du harcèlement, du cyberharcèlement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire harceler. Et elle explique justement que c'est très intéressant, que en fait, le cyberharcèlement est une continuité du harcèlement qui a déjà lieu la plupart du temps en fait, à l'école, mais qui lui n'est pas visible puisqu'il est dans la cour de récré, donc à part s'il y a des témoins, on n'a pas de traces, contrairement à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on a une trace de ce cyberharcèlement. Mais elle dit qu'en fait, c'est un prolongement, une continuité de ce qui se passe à l'école et du coup, c'est amplifié. Ça concerne encore plus de gens une fois qu'on est dans la vie numérique, sur les réseaux sociaux. Mais ça a énormément d'aspects négatifs. Donc aujourd'hui, le harcèlement tue. Et ça, voilà. Donc ça, cette réalité, je pense que tout le monde en a conscience. Et d'ailleurs, les parents en ont très peur. Aujourd'hui, on n'arrive pas à profiler un harcelé ou un harceleur ou un complice de harcèlement. C'est compliqué. Cela peut aller très vite. Le constat que l'on fait sur le terrain, c'est que ça arrive de plus en plus tôt. Le prendre au niveau du collège, c'est déjà trop tard. Il faudrait commencer en école élémentaire. Toute situation de conflit entre jeunes peut dégénérer très rapidement en harcèlement. Pourquoi ? Parfois, on a des raisons qui semblent futiles pour les adultes, mais qui pour eux, pour les jeunes générations, vont engendrer souvent des situations extrêmement délicates, notamment je vais parler de la question de la réputation. Le harcèlement, c'est on va mettre une rumeur sur quelqu'un. Et elle va se confirmer, et on va avoir une victime qui va vivre une situation de harcèlement, puisque tous les autres vont se greffer dessus, et ça va venir confirmer la réputation. Je pense notamment à toutes ces jeunes filles à qui l'on met une réputation. Elles ont toutes très peur quand j'interviens en établissement scolaire. C'est la première chose que nous disent les jeunes filles aujourd'hui, mais je parle dès les classes de 6e, c'est d'avoir une réputation. Si vous avez une réputation, comment voulez-vous exister dans votre collège ? Comment voulez-vous exister dans votre quartier ? Et aujourd'hui, ce que l'on constate auprès des plus jeunes, c'est que la question de la réputation d'une fille va jouer sur la question de l'honneur de la famille et de l'honneur du quartier. Donc on va bien plus loin. Ouais, donc c'est plus un problème social qui existe, qui a toujours existé. Et aujourd'hui, ça met en péril l'aspect santé mentale des enfants, le bon développement. Et ça contribue un peu à renforcer un certain sentiment d'isolement sur les enfants qui se sentent complètement seuls face à ce cyberharcèlement. Et quand on sait aujourd'hui que 700 000 enfants sont touchés par des cas de cyberharcèlement, que 67% des enfants âgés entre 8 et 10 ans sont sur les plateformes, alors que, bon, selon les règles établies, c'est à partir de 13 ans, avec l'accord des parents, et 15 ans sans l'accord des parents, qu'on peut être sur les plateformes. Donc, est-ce que ces plateformes ne sont pas un peu complaisantes avec ces règles-là ? Aujourd'hui, la protection des mineurs n'est pas la priorité des plateformes numériques. Or, nier ou être dans le déni ou ne pas prendre conscience que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont un impact dans la vie des jeunes, c'est déjà analyser qu'à moitié le problème. Aujourd'hui, on ne peut plus nier. Les contenus en ligne, les personnes influentes en ligne ont un véritable impact sur la vie des jeunes. Mais pas que sur la vie des jeunes d'ailleurs, sur les adultes aussi. Et donc, les plateformes numériques ont une responsabilité sur ce qu'ils véhiculent. Et donc, ça vient parler de leurs algorithmes. Il n'y a pas que les plateformes numériques, et j'aimerais qu'on parle, parce qu'on oublie souvent, les fournisseurs d'accès à Internet, que sont Orange, etc. Et ils ont également leur part de responsabilité. Ils vendent des forfaits aux adolescents, ils ont leur part de responsabilité. Il ne s'agit pas que d'encaisser les profits et de ne pas s'occuper des dégâts que l'on peut causer dans la société. Et justement, à ce sujet, on a pu interviewer une psychopédagogue qui nous expliquait comment réagir face à ce cyberharcèlement. Comment d'une part le limiter et surtout comment réagir, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les parents. Elle donne des conseils pour les deux, justement. Quand un enfant a été harcelé, c'est vraiment d'aller restaurer l'estime qu'il a de lui-même. C'est de dire, est-ce qu'il se sent en sécurité? Est-ce qu'il a un sentiment d'appartenance? Parce que c'est important, parce que si on se fait harceler par les autres, on est rejeté. Donc recréer cette sécurité-là, recréer ce sentiment d'appartenance. Tu es dans une famille, tu as des amis, tu as des personnes qui t'aiment, c'est important, ça se construit toujours en famille. Et forcément, en tant que personne, on vit dans une société, on vit dans un groupe et on aimerait bien faire partie du groupe.
Et surtout à l'adolescence où c'est une période où en fait on s'identifie plus à ses amis qu'à sa famille. Donc c'est important vraiment d'apprendre à se connaître, à se valoriser, parce qu'on aura toujours le regard de l'autre qui va venir nous perturber. Et du coup, c'est ce que nous disaient aussi les parents qu'on a pu interviewer. Hein. On ne sait pas comment réagir face à ça, si on doit interdire les réseaux sociaux aux enfants ou si on doit les laisser, parce que c'est un excellent moyen aussi, hein, c'est très utile, notamment pour l'école. Pour les cours aussi, je crois qu'ils sont sur Instagram, entre camarades de classe, même pour s'échanger les cours. Donc en fait, contourner le réseau social aujourd'hui, ça semble quand même compliqué parce que tout passe par ça, finalement. Que ce soit pour parler des cours, que ce soit même pour se donner un rendez-vous, pour aller au cinéma, se faire des sorties entre copains, que ce soit pour aller faire une recherche aussi pour ses cours. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait conscience qu'il y avait des dangers, mais en effet, je suis consciente qu'il peut voir des choses complètement terribles et c'est compliqué de le protéger. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que je ne peux pas non plus lui interdire. Cette dynamique du scroll et cette rythmicité très très rapide, donc au fur et à mesure, le cerveau emmagasine, renferme, ce qui empêche totalement d'avoir justement une vision autre que cette vie en ligne. Il n'y a plus du tout de frontière entre le réel et le virtuel. Les jeunes vivent aujourd'hui dans le virtuel, en ligne, et ça fait partie de leur monde. C'est leur monde aujourd'hui, ça. Et ce sentiment d'isolement hein, qu'on a pu observer, il ne vient pas d'un coup. C'est aussi qu'il y a un autre problème aussi, c'est d'ailleurs, excellente transition pour notre seconde partie, c'est l'addiction. Complètement, oui. Et donc on est de plus en plus face à nos écrans, on passe beaucoup plus de temps devant nos écrans. Et justement, ce que tu disais sur l'isolement, ça nous fait une parfaite transition pour notre partie d'après qui est basée sur l'addiction. C'est lié. C'est ça. Et justement, on a pu interviewer une psychopédagogue qui nous explique en fait pourquoi aujourd'hui on est addict aux réseaux sociaux. Elle nous explique, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui fait qu'on est addict aux réseaux sociaux et en quoi les réseaux sociaux sont formatés pour qu'on soit addict à eux, justement. Les créateurs de réseaux sociaux, en fait, ont un petit peu piraté notre cerveau. Ils sont allés regarder comment notre cerveau fonctionne. Et on appelle souvent ça les hormones du bonheur. On dit la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine ou l'endorphine. Et on dit hormone du bonheur, la dopamine, et c'est pas vraiment une hormone du bonheur en fait, c'est un neurotransmetteur. Donc je leur explique que dans le cerveau, parce que je leur explique comment fonctionne le cerveau. Dans le cerveau, on a des neurones qui transmettent les informations. Et le neurotransmetteur qui est la dopamine, c'est l'hormone de la prise de risque, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la récompense. Et donc, quand on est satisfait de faire quelque chose, on est content, en fait. Il y a le neurotransmetteur qui nous dit « Ah, chouette, ça nous fait plaisir et ça nous procure du bonheur, en fait. » Et les réseaux sociaux, donc, sont allés regarder comment fonctionnait le cerveau. Et comme tu disais, c'est l'économie de l'attention, c'est le fait de te faire rester le plus longtemps. Donc, il y a toujours des petites choses qui vont te faire plaisir. Et on ne se rend pas compte, en fait, qu'on a passé 2 heures. C'est comme si ça te générait des petites pics de plaisir. Tic, 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 tic. Et tu continues, tu continues. Et ensuite, au niveau de ton cerveau, tes neurones, en fait, vont se connecter. Et ça va créer un chemin neuronal. Parce que ça va passer, repasser, repasser. Et c'est comme ça que se créent des habitudes. À chaque fois qu'on a quelque chose qui ne va pas ou on a un peu de temps, je repars sur mon portable. Et donc ça, quelque part, on ne peut pas lutter parce que notre cerveau est fait comme ça. La connexion, elle s'est déjà faite. Il faut maintenant, ça a créé une habitude, il faut maintenant prendre le temps de réenlever, se déshabituer. Et là, ça demande du temps, en fait. Et c'est très intéressant ce qu'on vient de voir là, puisqu'on a pu assister à une excellente conférence d'Amnesty International qui présentait un peu le rapport d'Amnesty International qui s'appelle « Pousser vers les ténèbres », qui est un excellent rapport qu'on conseille bien sûr à tout le monde d'aller lire, et qui nous disait un peu que le système économique de ces plateformes-là, notamment TikTok, effectivement, poussait ses utilisateurs à des problèmes de santé mentale, de dépression, en donnant sur le fil de ces gens-là du contenu qui est lié à la dépression, qui est lié à l'automutilation. Donc c'est assez problématique
d'avoir un peu ce modèle économique basé sur l'exploitation de la dépression. On va tomber sur du contenu du coup qui est un peu triste, un peu même voire dépressiogène. Du coup on va se dire ah bah cette personne elle est dans la même situation que moi, voilà, on va pouvoir s'identifier à ça. Et du coup ça peut même créer de la tristesse alors qu'il n'y en avait pas de base. Et du coup pas réussir à sortir des contenus tristes. Et du coup rendre triste par la même occasion. Ça aussi c'est un point noir des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de comptes par exemple, qui parlent de choses tristes qu'ils ont vécues. Et souvent, beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Du coup, toi, tu t'identifies, tu likes, et ça revient. Et du coup, après, tu es dans la side du talk triste, quoi. Et du coup, t'as que ça. Et c'est compliqué après de s'en sortir, parce que comme tu peux facilement t'identifier, t'as toujours envie de liker. Sinon, si tu likes plus, tu vas plus l'avoir et tu vas plus être confortable dedans. Et du coup, comme tu es confortable, t'as pas envie d'en sortir. Je pense que ça impacte sur la santé mentale parce que j'ai le sentiment que je les vois, en fait, les adolescents que je vois moi, les amis de mon fils, je les vois très déprimés. Enfin, je trouve qu'ils... Alors, bien sûr, ils rigolent entre eux quand même, hein, mais... Et puis le terme flemme. Flemme. C'est drôle, quoi. Je veux dire, ça parle de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. Et justement, on a pu interviewer à ce sujet Yanis Dritsi, qui est justement un étudiant en sciences politiques, qui est en master de sciences politiques, qui nous expliquait qu'il, lui, veut une nécessité de transformer cette conception qui exploite justement, comme tu dis, la vulnérabilité psychologique et physique des personnes, des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, pour maximiser le profit de ces plateformes. Là où je pense que la sécurité peut être menacée, je pense à TikTok. Je pense à TikTok qui, avec ses fils, le fil pour toi, Amnesty International a fait récemment un rapport là-dessus, met gravement en danger la vie notamment des jeunes, parce qu'avec ce fil pour toi, il cherche, avec un modèle économique mais totalement détestable, cherche à garder les jeunes sous son emprise, donc c'est l'économie de l'attention, comme on en parlait tout à l'heure. Comment garder le plus possible les jeunes sur leur téléphone. Donc déjà, ça a un impact sur les jeunes parce qu'effectivement, les jeunes ne vont pas faire leurs devoirs. Parce qu'en fait, ils seront pris dans la spirale infernale donc d'une application qui, au départ, je pense à une bonne volonté. Hein. Le fil TikTok, il a cette particularité qu'il veut conserver les personnes qui regardent TikTok. Et donc, forcément, si vous avez des tendances dépressives, par exemple, si vous tombez sur une vidéo à caractère suicidaire ou visant à l'automutilation, il pourra très vite y avoir une spirale de vidéos qui vont revenir sur ce sujet. Et en fait, comment après on s'en sort, c'est la grande question. Je lui ai même parlé encore hier en lui disant... mais ne regarde pas les images atroces, parce qu'il m'a dit, mais comment on peut faire avec toutes ces atrocités? Je lui ai répondu, ne regarde pas. Il me dit, oui, mais ça tombe tout seul. Et je me dis qu'il est sensible, on ne sait même pas exactement quelles répercussions ça a sur son état psychologique, sur son corps, en fait. Et sur le rapport de Amnesty International, quand on peut le lire, ils nous expliquent que quand ils ont contacté TikTok pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire, TikTok leur a conseillé d'une part d'aller consulter des professionnels, style psychologue, et surtout de rafraîchir la page. C'est ça qui est excellent. C'est aberrant. Hein. C'est ça, c'est qu'en fait il y a une déresponsabilisation totale des plateformes et en particulier de TikTok, justement. Et à ce propos, et c'est là où ce qui est très intéressant, c'est que notre psychopédagogue qu'on a pu interviewer nous donne des conseils, des tips un petit peu en quelque sorte, justement pour limiter l'addiction, voire même la faire disparaître complètement. Elle donne des vrais conseils précis à mettre en application dès maintenant et qui trompent un petit peu entre guillemets ton cerveau et qui te permet du coup de plus du tout être addict. Une chose potentiellement qu'on peut faire pour éviter tout ça, c'est de retirer les notifications. Parce qu'à chaque fois qu'on a une notification, on s'arrête de faire ce qu'on est en train de faire et on va regarder. Et si on reçoit 5 notifications, ça nous coûte 5 fois. Et des notifications, on peut en recevoir des pelles. Donc c'est de dire, ok, je coupe les notifications et je me donne un rendez-vous, par exemple, pour dire,
à tel moment de la journée, je vais aller regarder tel réseau social. Ça peut être, on peut se dire, c'est ma récompense à moi, parce que la récompense, en fait, quand ça devient un peu trop facile, on veut quelque chose de plus. Mais de se dire, ok, je suis conscient, je me restreins, je ne vais pas aller, je fais ce que j'ai à faire, par exemple, pendant 3 heures, et ma récompense, ce serait d'aller regarder un réseau social pendant 20 minutes. Donc ça, c'est une première chose, donc c'est d'enlever des notifications, apprendre à se discipliner, et ça, c'est vraiment dur. Et on peut limiter aussi son temps sur les réseaux sociaux. N'importe quel réseau social, on peut déterminer le temps qu'on peut passer dessus, et de dire, la discipline, elle est vraiment primordiale, de se dire, ok, je suis allé sur le réseau social, après, je peux aller voir mes amis en vrai, après, je peux discuter avec quelqu'un de ma famille en vrai, après, je peux aller discuter avec mon frère, ma sœur, aller faire tel ou tel sport. Vraiment s'aérer, continuer à vivre dans la vraie vie, parce que ça, c'est vraiment important. Donc ouais, il y a un peu une déresponsabilisation totale de ces plateformes et il faudrait nécessairement agir là-dessus. Et qui de mieux placé pour agir, bien sûr, que finalement l'État, via la législation, via la réglementation, pour un peu contraindre ces plateformes à une utilisation éthique, tout en préservant un peu leur modèle économique si le profit est absolument nécessaire. Et justement, dans cette seconde partie, on voulait voir l'aspect un petit peu sociétal en fait, des réseaux sociaux, notamment les problèmes liés à la modération, puisqu'on sait aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, on est amené à voir que des choses qui nous intéressent. Les réseaux sociaux mettent en avant que des choses qu'on a regardées avant, notamment liées à l'algorithme, ce genre de choses, mais on est exposé à des fake news, du complotisme, de la haine, ce genre de choses, parce que aussi sur les réseaux sociaux, et en partie sur TikTok, il n'y a pas de modération, il n'y a plus de modération, enfin il n'y en a jamais eu, et sur Twitter, il y en avait de la modération, puis avec l'arrivée d'Elon Musk, maintenant on sait qu'il n'y en a plus du tout, donc du coup on est amené à voir un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, un des acteurs qui, jusque-là on n'en a pas beaucoup parlé, mais à sa place et est très important, c'est les acteurs publics, l'État, l'Union européenne. Et d'ailleurs, à ce propos, l'Union européenne est en retard, clairement, sur la législation, sur l'encadrement des plateformes, mais la législation est au balbutiement, on est encore au début, et les États aussi doivent faire quelque chose. Et aujourd'hui, on ne fait rien, on ne fait pas grand-chose. Du coup, c'est important que les États prennent le train. Et on n'est encore qu'au début, alors que ça fait quand même pas mal de temps que les plateformes existent. Complètement. Et au sein de l'Union européenne, du moins, on essaye de faire quelques pas. Et on a passé en 2022 le DSA, le Digital Services Act, qui en fait vient un peu responsabiliser l'entreprise dans la diffusion de contenus illégaux, donc attaques racistes, messages de haine tout simplement, propos qui entraînent un risque pour la démocratie, donc ça peut être de la diffamation, ça peut être des fake news tout simplement, et aussi du complotisme aussi. Complètement, et la vente de produits illégaux sur les plateformes en ligne. Facebook est un excellent marketplace, il y a beaucoup de choses qui se vendent sur Facebook. C'est vrai. Et en parlant de Facebook d'ailleurs, on sait que grâce à Amnesty International qui a documenté ce qui s'est passé en Birmanie, que l'entreprise a une responsabilité totale dans ce qui s'est passé pour les Rohingyas. On sait que le cercle de haine a commencé initialement sur Facebook, où il n'y avait pas de modération, et la diffusion des messages de haine sur Facebook a entraîné la translation et a transmuté ce cercle de haine vers la vie réelle et a eu des conséquences absolument dramatiques pour les Rohingyas. Oui, c'est un vrai problème. Et justement, Yanis Dritsi nous faisait part de ses inquiétudes, et lui, il expliquait un petit peu au niveau législatif bon, c'est plus en France en tout cas, mais il expliquait qu'est-ce qu'il aurait aimé voir être mis en place en fait au niveau législatif, parce que pour l'instant, comme on le disait, il n'y a pas grand-chose. Donc on écoute ça. Déjà, on peut faire des recommandations aux États, que les États encadrent plus déjà les pouvoirs des grandes plateformes, parce qu'aujourd'hui, Meta, donc le groupe Facebook, est devenu aussi puissant qu'un État, qu'un pays. Donc la question, c'est comment un pays comme la France vient s'opposer à un État aussi fort que lui, qui s'appelle Meta. Je pense que déjà, il faut passer par l'Union européenne, et l'Union européenne s'en saisit déjà. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin en continuant la bataille contre les grands groupes, en essayant de leur faire arrêter en fait, tout simplement leur système économique délétère. Parce qu'à partir du moment où on a un système qui se repose sur en fait, rendre accro les gens
à des plateformes, je suis pas sûr que ce soit vraiment un modèle économique sain. Donc on le voit dans ce qu'il disait, il y a un véritable risque en fait démocratique, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un vrai danger pour la démocratie et pour la société en général, ce qui peut nous faire une excellente transition pour notre dernière sous-partie, consacrée justement à ce risque démocratique et surtout à la vie privée. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait aussi de cette balance qui est nécessaire entre la vie privée, la modération et la liberté d'expression. Donc c'est tout un tas de droits qu'il faut équilibrer et c'est très problématique aujourd'hui. Complètement. Et comme on le dit, il y a effectivement ce risque démocratique lié aux réseaux sociaux et donc c'est pour ça qu'on voulait voir dans notre dernière partie le risque de la vie privée aussi, la protection de la vie privée, puisqu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, ils ont accès à plein d'informations nous concernant, mais on ne sait pas exactement ce qu'on donne, ce qu'on ne donne pas, ce que les plateformes et les entreprises savent, ce qu'elles ne savent pas quand on s'inscrit. D'ailleurs, encore une fois, la législation est au balbutiement, on ne sait pas vraiment de quoi on est protégé, contre quoi. On a aussi une vision totalement différente des données personnelles, de la protection de la vie privée, selon le pays. Les États-Unis n'ont pas la même vision que les pays européens, et la Chine, c'est encore plus différent. On a aussi pu interviewer justement Yasmine Bouono, qui justement pourra nous donner son point de vue à elle. Nous avons affaire à un défi qui est la suprématie technologique. C'est une question géopolitique. C'est-à-dire que nous avons deux pays qui se disputent cette suprématie technologique, qui est la Chine et qui est les États-Unis. Je rappelle que toutes les plateformes numériques sont principalement américaines et que TikTok est chinois. Et que les États-Unis viennent de voter une loi pour interdire éventuellement TikTok, non pas pour la question des dangers, mais uniquement pour la question des données. Voilà, donc c'est très important de comprendre que tout cela s'inscrit sur une dimension géopolitique. La question des dangers en ligne, souvent on va vous parler du cyberharcèlement, on a parlé de la pornographie en ligne et puis c'est tout. Mais combien savent-ils comment ça marche? Combien savent-ils combien d'heures passent les jeunes générations? Savent-ils décrire les contenus qu'ils voient et quels sont les impacts? Et c'est tout ça qui manque. Aujourd'hui, nous n'avons pas formé la population à agir contre la menace. Il y a un rapport parlementaire qui dit, d'un général de l'armée, où étaient évoquées toutes les menaces, sur la menace numérique, il est dit il faut aujourd'hui que les Français pensent l'impensable. Et oui, parce que tous ces contenus, c'est de savoir pourquoi et comment ça arrive. Qui sont derrière ces contenus et pourquoi sont-ils diffusés en masse sur les comptes des jeunes générations? Que se passe-t-il? Je rappelle que nous sommes en guerre et que la guerre, aujourd'hui en Ukraine ou autre, elle ne se fait pas que sur le terrain. Elle existe en ligne. Comment on hack le cerveau des jeunes générations? Le président chinois a interdit les jeux vidéo et les réseaux sociaux dans la semaine aux jeunes chinois en disant « je protège le cerveau des jeunes chinois ». C'est une réalité. C'est penser l'impensable. En Europe, depuis 2015, on essaye de protéger un peu les données personnelles, la vie privée, notamment via le RGPD, le Règlement général de la protection des données. Et en Grande-Bretagne, depuis septembre 2023, on a la loi relative à la sécurité en ligne qui essaye aussi de protéger les données personnelles des utilisateurs. Mais on voit que c'est encore très précaire et la vision différenciée selon les États ne permet pas une protection optimale des données puisqu'on est sur un monde numérique et c'est très compliqué de légiférer là-dessus quand des serveurs sont dans un autre pays, on ne peut pas vraiment agir et il y a tout ce flou finalement qui empêche les États d'agir, mais il est nécessaire d'agir. Complètement. Et justement, Yanis Dretsi nous expliquait un petit peu comment limiter ça et comment essayer de protéger au maximum sa vie privée. En fait, c'est par des réflexes tout simples et on voit ça du coup tout de suite. Comment on fait pour protéger sa vie privée? C'est une vaste question. Il y a plusieurs moyens, je pense, de pallier à ça. Déjà, ne pas accepter les cookies. Ça peut paraître bête parce que c'est vrai que quand on a envie de regarder une information, on va directement aller sur le site. On ne va pas faire attention à faire « OK, autorisé, j'en ai rien à faire ». Mais en fait, si on prend juste une demi-seconde de plus, je pense que c'est ce qui compte. Et on fait refuser ou autoriser les cookies, uniquement les cookies essentiels.
je pense que déjà on fait un acte de plus pour garder sa vie un peu plus privée vis-à-vis des grandes entreprises. Les cookies, généralement, on a tous vu cette affiche sur des sites quand on ouvre. Les cookies, c'est les données qu'on vient collecter. Si on fait j'autorise, eh ben, on autorise en fait, on donne notre accord pour que ces données soient collectées et pour donner en fait officiellement nos informations. Comment s'en protéger? Ne pas mettre son adresse. Ça part de choses simples, mais ne pas mettre son adresse sur les réseaux sociaux. Quand on est jeune, on peut ne pas se dire oui, bon, c'est pas grave en fait. Mais en fait, si, c'est grave. Ne pas mettre forcément son numéro de téléphone parce qu'on peut être contacté par des gens qui vont nous vouloir pas forcément des choses très bien. Ça, c'est des choses évidentes, mais que je pense c'est important de les rappeler. Ensuite, on peut changer ses mots de passe aussi. C'est quelque chose pour ne pas se faire pirater, c'est important. Je pense qu'on nous l'a tous répété, changez vos mots de passe, ne mettez pas le même mot de passe, mais c'est plus facile si je mets le même mot de passe sur l'un des réseaux sociaux et sur l'autre. Le problème, c'est que si votre mot de passe il est récurrent, s'il est utilisé sur plusieurs réseaux, sur plusieurs sites internet, ça va être plus facile pour le hacker d'en trouver un et de pouvoir utiliser les autres. J'y pense sur les paramètres. Je ne vais pas faire un catalogue, mais je pense que c'est important qu'aujourd'hui on prenne conscience que les applications, elles nous demandent d'avoir accès par exemple à nos micros, d'avoir accès à d'autres applications, notre géolocalisation. Et ça, c'est des problèmes mais capitaux. TikTok ne devrait pas avoir accès à notre micro, par exemple, puisqu'on est là pour techniquement écouter des vidéos. Il suffit juste d'aller dans les paramètres. Il suffit juste de désactiver les autorisations dans les paramètres de TikTok, de votre téléphone tout simplement, d'aller dans les paramètres, de désactiver les autorisations pour accéder au micro, pour accéder à votre géolocalisation. Ça, c'est capital. Donc ouais, on a vu que les réseaux et les plateformes en ligne, c'est un outil formidable, c'est indéniable, personne ne pourra le nier, mais qu'il y a aussi pas mal de risques et à l'avenir, il faudra aussi essayer d'encadrer le tout, de contrôler les plateformes pour que ça soit un espace qui est globalement sécurisé pour tous les utilisateurs et qu'il n'y ait pas de risque, notamment pour les publics les plus vulnérables. On a beaucoup parlé des enfants en première partie, mais aussi finalement chaque citoyen et chaque citoyenne doit justement être protégé. Moi, ce que je retiens dans tous les entretiens qu'on a pu faire, la chose que je retiens le plus, que ce soit sur le cyberharcèlement, sur la modération, la protection de la vie privée, le risque démocratique, tout ça, c'est que ça se retient en un mot, je trouve, c'est modération. Il faut qu'il y ait une meilleure modération, qu'il y ait une plus grosse responsabilité de la part des utilisateurs aussi, qui prennent conscience que sur les réseaux sociaux, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font peut être illégal. Ouais, c'est pas aussi... Et parfois, on ne se rend pas compte que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut dire, c'est pas parce que c'est en ligne que tout est légal. Donc il faudrait qu'il y ait, je pense que c'est ça. Moi, le mot que je retiens, c'est modération et responsabilisation de la part des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, des États et des plateformes elles-mêmes. On voit que les États sont très en retard, que les plateformes se déresponsabilisent totalement du problème. Et c'est ça, il faudrait qu'il y ait une meilleure modération parce que pour l'instant, sur les réseaux sociaux, il y a le meilleur comme il y a le pire aussi. Et ça serait bien qu'à la fin, on ait que le meilleur. Il faudrait que justement sur la législation, on avance, que les États avancent, qu'il y ait une meilleure modération, une meilleure responsabilisation de ceux qui l'utilisent, de ceux qui ont le pouvoir d'encadrer et des entreprises, des plateformes en elles-mêmes. Et on peut arriver, si on avance là-dedans, on peut arriver à un truc, à un outil qui est vraiment... utile à tous et qui est presque perfectible en fait. Ouais, donc le maître mot, ça reste modération. Modération. Et responsabilisation. Je trouve que c'est ça. On arrive du coup à la fin de cet épisode 2 de Ma petite cité dans la prairie. Merci Lounès de nous avoir accompagnés. Merci à toi. Jusque-là. Pour cette fin, on voulait un petit peu laisser la place un petit peu à nos intervenants, une sorte de carte blanche. Alors, ils avaient quelques conseils dans leur vie pratique. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux pour essayer d'améliorer un petit peu leur rapport aux réseaux sociaux. Et même s'ils avaient d'autres thématiques ou d'autres choses dont ils avaient envie de parler, on leur a laissé un petit peu carte blanche sur la fin, donc on voit ça ensemble. En tant que parent, est-ce qu'on est exemplaire dans l'utilisation de notre portable, des écrans, des réseaux sociaux? Parce que les enfants voient aussi comment on vit. Donc nous, en tant que parents, d'apprendre à se discipliner. Et parce que souvent, en tant que parent, on est dans l'interdiction, mais on n'est pas dans la prévention. Donc expliquer quel est vraiment le rôle des réseaux sociaux, toute l'économie qu'il y a derrière, parce qu'un adolescent, il est en capacité d'entendre ça. Et aussi être dans la communication, le dialogue. C'est de dire, oui, au lieu de dire tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, ça peut être un sujet de discussion. Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène là?
Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce que tu regardes? Donc créer toujours cet espace de dialogue-là, être dans la prévention plutôt que dans la répression. Dans mes interventions, je développe l'empathie. On passe un temps à poser des mots sur les émotions, parce que ce n'est pas évident pour des jeunes d'aller dire à 11 ans je suis en colère, j'ai peur, il n'a pas le droit, enfin, voilà, etc. Le rappel à la loi, l'analyse critique de la situation, et puis la résolution entre pairs. Aujourd'hui, l'éducation nationale a du mal à résoudre ces affaires. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent de ce qui se passe sur les réseaux. Le mieux, c'est d'impliquer les jeunes. Et c'est ce que je fais. C'est d'ailleurs leur responsabilité. Ils vont trouver une solution entre pairs. Et on va mettre tout le monde d'accord. Si on met, prenons une classe, si on met tout le monde d'accord, vous, en tant qu'adulte, vous n'êtes pas là sur les réseaux avec eux. Il faut trouver une solution où vous allez impliquer tout le monde. C'est-à-dire que vous allez impliquer les spectateurs, ceux qui disent rien, les complices, ceux qui partagent, ceux qui diffusent, ils sont complices. Mais surtout, vous allez aider à changer de position le harcelé, mais aussi le harceleur. Et ça, souvent, on l'oublie. Parce que depuis 15 ans que j'interviens, le nombre de fois où j'ai entendu des harceleurs me dire « Mais moi, j'en ai marre, en fin de compte, j'aimerais ne plus faire subir de violence. » Mais c'est souvent parce qu'ils sont soutenus par d'autres personnes et donc ils apparaissent comme des personnes populaires et ils ont l'impression qu'on les a enfermés dans un cycle infernal. Donc il nous faut travailler avec tout le monde en développant la responsabilité de chacun, à œuvrer à une solution pérenne. Je pense que c'est aussi nocif pour la vision qu'ont les jeunes d'eux, dans la mesure où, par exemple, on voit plein de modèles de beauté sur les réseaux sociaux. Donc on peut se dire, mais en fait, les gens à l'extérieur, mais ils sont magnifiques. Ils n'ont pas de problème de peau, ils n'ont pas de problème d'yeux, ils sont magnifiques, en fait. Et donc, on va se dévaloriser nous-mêmes parce qu'on va se dire, mais en fait, moi, j'ai tel problème, je suis trop moche, pour le dire très concrètement. Et donc, en fait, on va avoir un complexe vis-à-vis de ça. Et je pense que les réseaux sociaux, ils jouent un rôle dans la perception qu'on a de nous-mêmes. Et je pense que là-dessus, il y a un gros enjeu de diffusion en fait, de l'image de personnes normales. En fait, c'est pas mauvais à dire, mais je pense que si les réseaux sociaux n'étaient pas uniquement remplis de gens qui ne sont pas... Enfin, que les seules personnes qui osent se mettre en avant, ce ne sont pas des personnes qui sont... je suis contemporaine, mais seulement bien faite, mais qui est aussi des gens qui ont des problèmes d'yeux, tu vois, des gens avec des lunettes, tout simplement. On en voit rarement, c'est un problème. Des gens en surpoids, voilà. C'est des gens qui ne vont pas oser forcément se mettre sur les réseaux, mais je pense qu'ils pourraient renvoyer une autre image des réseaux sociaux qui serait beaucoup mieux que celle qu'on a actuellement, avec l'image de Instagram. Là, je pense vraiment, il y a même un adjectif maintenant, on dit Instagrammable. Si c'est Instagrammable, c'est que c'est beau, c'est qu'on peut le diffuser. Donc je pense que ça renvoie à beaucoup de problèmes là-dessus. En fait, les réseaux sociaux nous renvoient aussi ce truc d'estime de soi, parce que les filtres, les machins, les influenceurs, t'as tel ou tel vêtement, je vais me comparer et je vais me trouver moins beau, moins joli, moins machin. Donc, faut apprendre vraiment à se connaître, se valoriser, ça c'est très important. Et toujours se dire, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver que ce qu'on fait, ce qu'on porte, ce qu'on dit, c'est pas important. Et les influenceurs, j'aimerais bien qu'ils parlent un petit peu aussi des dangers, pourquoi pas, on pourrait leur soumettre l'idée. Que eux aussi, ces fameux influenceurs, ils sont d'une autre génération. Parce que j'ai compris, c'est qu'ils ont à peu près la trentaine, la plupart. Qu'il y a ça aussi sur les réseaux. Tous ces influenceurs, parfois j'ai envie de leur dire, vous savez qu'il y a des jeunes qui vous regardent, il suffit que vous disiez quelque chose d'intelligent pour les motiver à faire des études, et ils vont s'accrocher aux études. Mais si vous leur faites croire que sans faire d'études, et qu'en plus, il y a aussi ce discours qui tourne, l'école ne sert à rien aujourd'hui, ils vont tous vous suivre et c'est catastrophique.
Ils ont une responsabilité, ces fameux influenceurs. Parce qu'ils sont vraiment écoutés. Hein. Et je sais qu'il y a ce truc-là, comme quoi l'école, aujourd'hui, ça sert à rien. On peut avoir bac+5 et pas trouver de travail. Je sais que c'est vrai. Mais je veux dire, c'est pas ce message-là qu'on doit faire passer en premier. On a quand même besoin d'un bagage scolaire, aujourd'hui, pour pouvoir prétendre à faire quelque chose, quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas été très loin dans les études et qui aujourd'hui ont une vie et qui font ce qu'ils aiment, etc. Mais c'est quand même plus compliqué, quoi. Et c'est ça je me dis qu'ils ont une influence parfois néfaste. Les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux, ils ont aussi une part de responsabilité, sauf si juste ils montrent leur outfit par exemple, mais s'ils parlent d'un sujet important, un certain statut, et il faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire, pour, par exemple comme Abrèche Frère, il faut qu'il pense et il réalise qu'il a engendré malgré lui beaucoup de cyberharcèlement, quoi. Ça joue beaucoup sur notre mémoire, par exemple, je me souviens, je suis tombé sur un TikTok, ça me dit ouais, c'est quoi les 3 des TikTok que tu viens de voir là? Je me souvenais pas, et c'est souvent ça, c'est que vu qu'on a plein de contenus rapides, on sait que du contenu rapide, par exemple même les contenus d'1 minute, il y a l'option x2 pour que ça aille plus vite, donc c'est que du contenu rapide, et au final après on va plus se souvenir vraiment, donc c'est un peu du temps perdu. C'est juste des shots de dopamine rapides. Et en plus, c'est en train de bousiller la concentration de toute une génération, je pense. Parce que par exemple, moi je remarque ça, c'est que maintenant, même me poser devant un film ou une série trop longue, je trouve ça chiant. L'enfant, vu qu'il prend cette habitude-là de regarder des vidéos de 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, au bout de 3 minutes à chaque fois, il passe à autre chose. Et donc il se retrouve à l'école, en cours en général, il dure 45-50 minutes. Mais il n'est pas en capacité parce qu'il y a déjà dans son cerveau en fait, des routes neuronales qui se sont créées. Voilà. Et au bout de 3 minutes, en fait, il commence déjà à bâiller. Il n'est pas en capacité de soutenir sa concentration pendant longtemps. Le plongeon dans l'ère digitale et dans cette nouvelle révolution numérique a été fait par tout le monde. Tout le monde a plongé dedans, en fait, sans qu'on soit informé et formé par rapport et avoir toute cette connaissance des méandres en fait de l'Internet. Il y a la face sombre et il y a la face lumière. Internet est une mine d'informations, mais il y a cette face sombre. Et on ne nous a jamais donné cette face sombre. Donc du coup, au fur et à mesure, le plongeon s'est fait, etc. Les contenus se sont multipliés. Les usages, les pratiques aussi se sont multipliés. Après, sûrement que ça fait partie aussi des codes des jeunes aussi, d'avoir un smartphone, d'être sur les réseaux sociaux. C'est comme avoir des codes vestimentaires avant, c'est des codes d'appartenance quand même aussi. Si on éduque les enfants, et les parents peuvent le faire, à leur responsabilité, c'est de dire, je te donne un téléphone, tu as un accès à Internet, je ne peux pas être derrière toi. Il faut le dire ça. Je ne peux pas être derrière toi. Je ne peux pas te protéger des dangers. La question n'est pas de savoir si tu vas être confronté à un danger ou pas, c'est quand tu vas être confronté. Parce que nous le savons, ils vont être systématiquement confrontés. Donc en attendant, que peut faire un parent, en plus d'échanger sur l'empathie, etc., c'est d'expliquer à son enfant, tu es responsable, je te donne ce téléphone, je te donne cet accès à Internet, tu as une part de responsabilité, parce que je ne peux pas être derrière toi, ce qui est une réalité. Il faut responsabiliser les jeunes à la conséquence de leurs actes sur les réseaux sociaux le plus tôt possible. Donc on voit qu'ils ont été particulièrement inspirés. Merci Lounès de nous avoir accompagnés pour cet épisode 2. C'est bien normal. Encore une fois. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez quelque chose à dire. Toujours dans le respect bien sûr. On se retrouve prochainement sur QG92.